Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. De base, tu vois, depuis que je suis petit, et ça n'a rien à voir avec la règle, hein, là c'est vraiment, je te parle de toi à moi. Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu un sommeil agité, un peu irrégulier, un peu bizarre. Quand j'étais tout petit, je faisais beaucoup de cauchemars, des cauchemars très réalistes. Je faisais des terreurs nocturnes, tu vois, je me réveillais au milieu de la nuit et je poussais des hurlements. Mes parents, ça leur faisait peur. Et je faisais des paralysies du sommeil. Tu sais, c'est en mode où tu travailles pendant la nuit et ton corps, en fait, il est immobile. T'es vraiment réveillé, genre, t'ouvres les yeux, ce que tu vois autour de toi, c'est la réalité. Mais ton corps est toujours paralysé parce qu'en fait, pendant que tu dors, il sécrète un liquide qui t'empêche de bouger alors que t'es en train de rêver. Comme ça, t'évite de te lever et de commencer à courir dans ta chambre et de te frapper la tête contre un mur. Mais en fait, ce que moi j'avais, c'est que je me réveillais, j'avais toujours ce liquide qui paralysait mon corps, je voyais la pièce autour de moi, j'avais la sensation d'être dans la réalité, parce que j'étais dans la réalité, je n'étais pas en train de rêver. Mais ton corps, en fait, à ce moment-là, il va essayer de faire rebooter le système parce qu'il réalise qu'il y a un truc qui va pas. Donc il va te faire avoir des hallucinations hyper hardcore. Et j'ai vécu des épisodes où mec, j'ai vu des trucs, frérot, des trucs qui m'ont... Je m'en souviens encore aujourd'hui, alors que j'habitais à Fribourg à l'époque, je devais avoir genre 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais j'ai des souvenirs de... Je pense un des trucs qui m'a le plus marqué, c'était, je faisais une sieste l'après-midi, je me réveille, mon corps est paralysé, je vois il y a la porte de ma chambre qui est fermée, il y a la lumière du jour en dessous et j'arrive à voir ma mère qui passe, enfin l'ombre des pieds de ma mère qui marche devant ma chambre, tu vois. Et là, j'essaye d'appeler ma mère, donc je crie maman, et ma bouche est paralysée, tu vois. Donc, je produis aucun son. Par contre, ma voix, je l'entends résonner dans ma propre tête. Et là, je re-hurle le nom de ma mère, et je panique, parce que je ne peux pas bouger. Je hurle le nom de ma mère, et au fil que je hurle le nom de ma mère, au-dessus de moi, il y a genre une forme ronde qui commence à se dessiner, et qui commence à grandir, et qui devient une tête, mais une tête qui grandit au point de devenir une tête qui fait genre 1 mètre ou presque de diamètre. Et cette tête, en fait, c'est la tête d'une femme. Je sais pas comment est-ce que je pourrais la décrire mieux que ça. C'est genre, imagine une espèce de meuf noire sous amphétamine, avec les yeux rouges, des dents en pique, des yeux énormes, complètement éclatés, qui grandit comme ça, et qui se rapproche de moi, mais qui vient genre à 1 centimètre de moi, et qui ouvre sa bouche et qui me dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et bam, je me réveille. J'ai eu des histoires aussi quand j'étais plus jeune avec genre des... Enfin, ça c'est des paralysies du sommeil, tu vois. Mais plein de trucs dans le genre, tu vois. Avec des éléments qui étaient dans ma chambre que mon père, du coup, il devait genre retirer de la chambre, tu vois. Parce que je pouvais plus les revoir. J'avais une plante, j'avais un porte-manteau en clown ou des trucs qui... J'avais des hallucinations, en fait, et ça les faisait apparaître. Et ensuite, ces trucs-là se sont calmés. Des cauchemars, je pense, ensuite, j'en ai fait un peu normal, tu vois, comme tout le monde. Mais ce que j'ai vraiment commencé à avoir, et je me demande si c'est pas plus ou moins à l'époque où j'ai commencé à boire du café. Alors, j'ai pas bu du café, beaucoup de café, tu vois. J'ai toujours été très modéré dans ma consommation de café. Ce que je veux dire, c'est pas plus de 2-3 cafés par jour, et jamais l'après-midi. Mais j'ai commencé à mal dormir. Genre à avoir des périodes où des fois, pendant 3-4 jours d'affilée, je dormais très mal. Ce qui me rendait extrêmement inefficient. Genre si je devais apprendre des trucs ou me montrer créatif, impossible. Genre je réfléchis hyper lentement. Et je sens vraiment, tu vois, un énorme brouillard dans mon cerveau. Et ça, c'est vraiment quand j'ai commencé mes études de droit. Et j'ai toujours eu des phases où en fait... Enfin, ça c'est ma vie depuis que j'ai genre 20 ans, 21 ans par là, où quand je me réveille le matin, je sais déjà si c'est une journée où je vais réussir à être productif ou non. J'arrive à sentir, des fois ça prend un peu de temps, des fois ça évolue un peu, tu vois, ça arrive des fois que je me lève, je me sens fatigué, mais 30 minutes après, bam, tu vois, genre je réussis à bien être réveillé, à être alerte. Mais parfois, tu vois, j'ai beau dormir, je me réveille pas pendant la nuit, j'ai pas de cauchemar. Alors je me réveille toutes les nuits, ça c'est un truc, peut-être que je devrais aller faire checker ma prostate, dites-moi s'il y en a qui ont été faire ça. Mais depuis justement plus ou moins cet âge-là, peut-être même un peu plus tôt, toutes les nuits je me réveille pour aller pisser.
Et ça, je pense que ça doit affecter du coup mon sommeil. Je sais que si je bois de l'alcool ou si je fume de la weed, ce que je fais jamais, ben, je vais peut-être dormir longtemps, mais je me réveillerai, je serai pas alerte non plus. Mais ouais, j'ai des gros problèmes de sommeil. Genre, c'est soit je dors, je me réveille et j'ai l'impression d'être directement connecté à Dieu. En mode, tu vois, je peux te dire des trucs et ça sort tout seul et j'ai l'impression d'être ultra lucide, ultra aiguisé, je suis très alerte sur tout. Soit j'ai l'impression d'avoir un de QI. En fait, j'ai enchaîné 2-3 jours comme ça ces derniers jours de cette semaine. J'ai essayé de bosser sur cette règle. C'était infernal, je vous le dis direct, parce que, en fait, cette règle numéro 11 du livre Au-delà de l'ordre de Jordan Peterson, c'est une règle dans laquelle il va passer les 3/4 à nous parler de choses qui n'ont rien à voir avec la règle. Alors, la règle s'intitule « Interdis-toi de devenir rancunier, trompeur ou arrogant ». Il parle de choses, mais qui n'ont réellement rien à voir. Ou alors c'est moi qui étais vraiment dans un état second et du coup j'ai pas réussi à comprendre et je suis obligé de vous la tourner aujourd'hui. La semaine prochaine, demain en réalité, j'ai un invité qui va venir. Il vient de France, il s'appelle Kylian. Il était gestionnaire de fortune dans un des, je crois que c'est top 5 des plus grands cabinets parisiens. Il gérait des mecs avec beaucoup d'argent. Je l'ai rencontré sur les réseaux, je suis tombé sur son contenu, j'ai trouvé incroyable ce qu'il faisait en matière d'éducation financière. Et comme vous le savez peut-être depuis, alors à titre personnel, depuis 5 ans, je m'intéresse beaucoup à l'argent, non pas comment investir pour faire devenir milliardaire ou ainsi de suite, mais en tant que technologie, comment est-ce que ça façonne nos rapports sociaux. Et j'étais tombé sur son contenu du coup il y a, je pense, 2 ans. J'étais rentré en contact avec lui en lui disant bah, félicitations, vraiment ce que tu fais c'est trop stylé, j'avais envie d'être en contact avec lui. Et on a décidé qu'on allait enregistrer une petite série qui fera suite du coup à la série sur Peterson. Je pense qu'elle fera suite. Peut-être que je fais une petite série intermédiaire, je vous en avais parlé dans ma newsletter. Je vous ai envoyé un email hier. D'ailleurs, vous avez un lien pour ça dans la description. Mais c'est pas impossible que je fasse une petite série intermédiaire dans laquelle je parle un peu plus de moi, des choses que j'ai vécues ces dernières années. Mais non, bref, du coup, Kylian arrive demain. On va devoir enregistrer tous ces épisodes ensemble sur les pires devises de l'histoire. Alors, on les fera pas toutes, mais on a sélectionné quelques devises et on va vous parler en fait de ce qui s'est passé concrètement, comment les gouvernements ont géré l'argent et ce que ça impliquait pour la population à chaque fois. On va essayer de le rendre aussi... Enfin, ce sera, disons, accessible à tous. Mais bref, du coup, semaine prochaine avec Kylian, on va devoir tourner un épisode par jour, même 2 pendant un jour, parce qu'on voudrait faire idéalement 6 épisodes et il reste 5 jours, même pas 5 jours. Donc ça, tu vois, c'est un truc qui me fout un peu la pression. Et donc voilà, pour vous dire, c'est pas évident, ce problème que j'ai, et c'est souvent, tu vois, ce qui explique que j'ai un peu parfois de la peine avec des deadlines quand le travail s'accumule. Parce que des fois, je me réveille et je me dis, putain, si je fais une vidéo maintenant, ben, je vais pas communiquer la bonne énergie, je serai pas assez... de nouveau, je serais pas assez intéressant, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça me freine beaucoup. Peut-être que j'aurais plus scripté mes vidéos. Si je les scriptais, peut-être que du coup, bah, je pourrais juste dire les trucs, tu vois, faire un cut, et ensuite lire mon texte et juste dire le truc, et peut-être sur ma gueule, ça se remarque pas trop. Mais bref, la règle du jour, du coup. Non seulement j'étais pas hyper en forme cette semaine, mais surtout, encore une fois, comme je l'ai dit, il parle de choses dont il a déjà parlé plus tôt dans ce même livre. Et surtout, tu vois, les notions de rancœur, de tromperie et d'arrogance, c'est des notions qu'on a déjà vues. On les a déjà vues dans le livre enfin dans le premier livre, tu vois, dans les 12 premières règles. La notion de rancœur, du coup la rancœur, c'est ce sentiment, pardon, cette haine qui trouve sa source dans une sensation d'injustice. Quand tu considères que tu as été injustement victime d'une situation, ça peut faire naître de la rancœur. Cette rancœur, si elle est nourrie sur le long terme, ça devient du ressentiment. C'est la petite nuance qui existe entre les deux. Et la règle numéro 6 du livre précédent, c'était une règle qui disait genre, mets de l'ordre dans ta maison avant de critiquer le monde. Et on avait vu l'histoire des tueurs de Columbine, donc ces adolescents qui avaient été un peu victimisés à l'école, qui ont écrit un manifeste dans lequel ils arrivaient à la conclusion que le monde était fondamentalement mauvais. Et donc, leur mission, c'était de le détruire. Donc, ils sont arrivés dans leur école avec des armes à feu et des explosifs, et ils ont fait un carnage. Il y avait des vidéos même de ça qui circulaient. On avait vu aussi l'histoire de Karl Panzram, qui est un mec qui a commis des actes horribles, des incendies criminels, des viols, des meurtres, des actes de torture. En fait, tout ce qui pouvait potentiellement détruire, il le détruisait.
Et ce gars a écrit un livre carrément. Alors au final, il s'est fait tuer. Hein. Et d'ailleurs, le jour de son exécution, il a dit à ses bourreaux de se dépêcher parce que le temps qu'il leur fallait pour le tuer lui, il aurait pu tuer des dizaines de personnes. Genre, c'est le dernier truc qu'il a dit, tu vois. Genre, un dernier mot, monsieur, ouais, vous êtes trop lent. Non, ce mec a écrit un livre, du coup, dans lequel il racontait sa vie, donc c'est sa biographie. Il racontait comment il avait été il est placé de famille d'accueil en famille d'accueil quand il était petit, il avait été violé aussi et maltraité, tu vois, en tant qu'enfant. Et pareil, tu vois, conclusion, c'est le monde va mal, le monde est mauvais, donc il est préférable que les choses ne soient pas plutôt que les choses soient. Donc je vais les détruire, je vais détruire le monde. Donc ça, en fait, c'est une notion qu'on avait déjà vue. Peterson, en fait, tu vois, ce qu'il dit de ça, c'est que la rancœur, pour lui, c'est une forme de dégénérescence morale. Pour lui, en fait, la souffrance qu'on ressent face à une situation, c'est ce qui doit nous pousser à grandir. Tu vois, souvent, les gens, quand ils vivent un truc difficile, ils vont se demander « pourquoi moi ?» Alors, si le « pourquoi moi » veut dire « qu'est-ce que j'ai fait pour contribuer à créer la situation de merde que je suis en train de vivre ou à l'empirer ?» à ce moment-là, le « pourquoi moi », il est positif. Parce que tu peux essayer de changer un petit truc en toi pour faire baisser la probabilité que cette situation, elle se reproduise. Il y a évidemment toujours un élément qui échappe à ton contrôle, tu vois. Et le but, c'est pas de prétendre pouvoir tout contrôler. C'est au fil des expériences négatives que tu vis, si tu arrives à chaque fois à trouver un petit truc que tu peux changer qui réduit la proba, bah ta vie s'améliore. C'est un peu le raisonnement logique de base. Mais souvent, ce que les gens vont dire ou vont entendre quand ils disent « pourquoi moi ?», c'est que c'est injuste que ça leur soit arrivé à eux. Un peu comme si ça aurait été plus juste que ça arrive à quelqu'un d'autre. Genre, tu vis une tragédie, genre, je sais pas, tu te réveilles un matin, t'as un cancer des couilles. Pourquoi moi ? Est-ce que ça aurait été plus juste que ça m'arrive à moi, mec ? Non ! En fait, si tu veux, il y a dans la vie une composante tragique qui est aléatoire. Et comme on l'avait vu dans la règle numéro 12 du précédent livre, qui s'intitulait « Caresse un chat quand t'en croises un dans la rue », qui partait pareil du postulat qu'il y a de la souffrance dans la vie, mais qui, face à cette souffrance, te disait qu'il y avait toujours une quantité équivalente, si ce n'est supérieure, de beauté, quelque part. Il y a des choses mauvaises, mais il y a également des choses belles qui t'arrivent. Et en fait, cette règle, elle te demandait de faire preuve de gratitude pour ces choses belles qui arrivent dans la vie. Maintenant, tu pourrais dire, ouais, mais comment il sait que la souffrance est justifiée par la beauté ou par des choses positives? En fait, tu peux pas savoir, tu vois. Et c'est une question intéressante, du coup, parce que si tu te dis, du coup, qu'il y a plus de mal que de bien, bah, t'arrives à la conclusion des tueurs en série. Enfin, de ces mecs qui ont explosé leur école, où tu te dis, bah, en fait, il faut détruire le monde. Et tu te suicides, tu vois. Donc, en fait, c'est un acte de foi que de penser que le monde est justifié par le bien. Tu vois, de nouveau, on a ce terme conceptuel, le terme Dieu. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'entends, et c'est aussi comme ça que Peterson l'entend. La façon de voir Dieu de cette manière, c'est une façon qui permet de faire sens quelque part et de relier un peu toutes les pièces du puzzle. C'est de voir Dieu comme étant le plus grand bien potentiellement concevable. De là, si tu te dis que Dieu a créé le monde, ce que ça veut dire, c'est que la force qui a créé le monde, ce qui est à l'origine des choses, c'est le bien. Et donc, si c'est le bien qui est à l'origine des choses, eh ben même quand il t'arrive quelque chose de négatif, au fond, ça vient de quelque chose de bien. Et donc en fait, tout ce qui m'arrive, c'est toujours pour mon plus grand bien. C'est toujours justifié par le bien. Donc quand tu appliques cette croyance, ça donne plus d'espoir et ça te donne la force en fait d'améliorer les choses. Tu vois, il y a des fois des choses, tu peux pas savoir, il n'y a pas de vérité. Donc parfois, c'est à toi de choisir tes croyances. Donc tu peux choisir ce que tu veux, mais tu as certaines croyances que tu vas adopter qui vont t'aider à avancer dans une certaine direction. Tu en as d'autres qui vont pas t'aider à avancer dans une certaine direction. D'où l'idée, tu vois, toujours dans la religion chrétienne, pour refaire un lien avec ça, de porter sa croix. Tu vois, pendant longtemps, je portais une croix, on me demandait est-ce que tu crois en Dieu? De nouveau, c'est un peu toujours difficile à expliquer, à parler de ça, mais oui, je pense qu'il existe. Je pense pas qu'on est tous le même Dieu, tu vois, mais je pense que ton Dieu et le mien, tu vois, ils sont plus ou moins similaires. C'est pour ça qu'on arrive à bien s'entendre. C'est parce qu'on prend toutes les choses auxquelles t'accordes de la valeur, toutes les, genre, je sais pas, la liberté, la fraternité, tous ces trucs, tu vois, genre, toi, ton Dieu, c'est un mélange de tout ça, d'amour, liberté. Mon Dieu, c'est aussi un mélange de tout ça.
C'est-à-dire que ce que je considère comme étant super bien, c'est un mélange de ça, toi aussi. Peut-être pas forcément dans les mêmes proportions, mais vu que ton Dieu et le mien, ben, ils se ressemblent pas mal, ben, on peut interagir ensemble. Si ton Dieu, dans ta notion du bien, il y a le fait que, je sais pas mec, parce que j'ai des tatouages, je suis un homme mauvais, on va mal s'entendre. Donc en fait, il faut que nos dieux, ils se ressemblent suffisamment pour qu'on puisse vivre dans une société ensemble. Et donc dans la religion chrétienne, la notion de porter sa croix, et c'est pour ça que je portais une croix, c'est la notion de... Tu traverses des choses difficiles, parfois c'est causé par toi, parfois pas vraiment causé par toi, parfois pas du tout, c'est juste random, genre t'as une maladie, et ben tu vas pas laisser la rancœur, tu vas pas essayer de rediriger cette culpabilité sur quelqu'un, c'est juste accepter, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais me concentrer sur le bien, et ça, je vais porter mon fardeau, tu vois. Et je vais gravir la colline en portant mon fardeau. C'est ce qu'il a fait Jésus, tu vois. Porter sa croix, il grimpait la colline. C'est ça l'idée. Donc voilà pour la thématique de la rancœur. Il dit un truc intéressant, il développe pas, c'est dommage. Il explique que souvent les gens qui se posent et qui restent bloqués, disons, dans cette position de victime, donc il leur arrive quelque chose, oh c'est injuste, bah, c'est souvent des gens qui ont eu une vie très simple. En fait, il explique que c'est pas rare d'avoir des gens qui ont eu des vies extrêmement difficiles, qui vont renoncer, enfin qui vont repousser, qui vont rejeter l'idée de se dire ah non, c'est une victime et ainsi de suite. C'est souvent des gens qui ont été genre pouponnés, protégés, si tu veux, de la souffrance. Un jour, ils vivent un truc plus difficile que d'habitude et ils sont incapables de transcender cette souffrance. C'est comme si la résilience, le fait de passer par-dessus cette épreuve, c'était genre une compétence émotionnelle qui devait se travailler. Ça, il le dit pas, hein, ça c'est moi qui pars dessus. Mais c'est comme si c'était un truc qui devait se travailler depuis que tu étais jeune. Et si tu t'entraînes pas à le faire quand t'es petit, genre je sais pas, il y a un enfant à l'école, il te tape, tu vois. Et en fait, toi, t'as jamais appris à pardonner. Parce que, je sais pas, il y a aucun enfant qui t'a tapé à l'école. Et un jour, t'arrives, t'as 25 ans, il y a quelqu'un qui te tape et tu vas rester, tu vas nourrir cette rancœur, tu vois, cette haine vis-à-vis de cette personne, tu vas jamais lui pardonner, tu vois. Alors que si t'as été tapé à l'école quand t'avais genre 7 ans, 8 ans, et que tu gardes cette rancœur, mais au bout d'un moment, tu dis, bah vas-y, je pardonne. Et en fait, tu réalises, tu vois, genre 12 ans, ah putain, quand je pardonne, en fait, ça me fait du bien à moi. Donc en fait, ça devient plus facile de pardonner par la suite. C'est peut-être pour ça, tu vois, que ces personnes qui conservent une haine vis-à-vis de la vie, c'est souvent des gens qui ont peut-être pas assez été exposés à la souffrance. En tout cas, c'est pas, disons, une règle qui devrait dire que souffrance égale rancœur. Pas tout le monde fait ça. On peut enchaîner sur les thématiques de la tromperie et de l'arrogance. Parce qu'en fait, les deux sont liés. Il parle du coup de la tromperie qui est le fait de mentir aux autres. Et il explique que c'est un acte qui est arrogant parce que c'est un acte qui implique que tu es plus malin qu'eux. Et tu es même plus malin que la vie. Parce que tu prétends pouvoir tordre la réalité pour atteindre tes petits objectifs. C'est un concept qu'on avait déjà abordé dans la règle numéro 8 de son premier livre, qui s'intitulait « Dis la vérité ou en tout cas ne mens pas », qui expliquait que quand tu mentais, tu disparaissais, tu n'existais plus réellement, tu faisais exister une version améliorée de toi, une version différente de toi prenait place dans la conversation que tu étais en train d'avoir avec une personne et que tu t'empêchais de grandir, que tout ce que la personne en face de toi, elle allait te dire, c'était pas vraiment destiné à toi, c'était destiné à cet avatar que tu avais créé, donc tu n'étais jamais réellement présent, que tu étais victime esclave de tes peurs, c'était tes peurs qui s'exprimaient. C'est parce qu'on s'est foutu de ta gueule à l'école quand t'étais petit, parce que on t'a dit que t'étais comme si, et du coup t'as toujours ce mec à l'école qui résonne dans ta tête aujourd'hui alors que t'as 30 ans, et qui fait que t'agis d'une manière différente. T'es une marionnette en fait, et t'es tenu par ces ficelles de ton passé. On avait fait un parallèle avec l'histoire de Pinocchio, je m'en souviens. Pinocchio qui, pour devenir un vrai petit garçon, pour réellement exister, bah, il devait arrêter de mentir. Il devait faire preuve de courage. Donc c'est des notions qu'on avait déjà vues. Et un truc que j'aimerais dire par rapport à Peterson, et je pense que j'en avais déjà parlé peut-être quelque part, donc petit rappel, c'est un mec qui s'était fait connaître, enfin qui était devenu très influent
dans le mainstream quand il s'était dressé contre un projet de loi qui s'appelait Bill C-16 au Canada, qui visait à criminaliser la non-utilisation des pronoms choisis par une personne donnée pour s'adresser à cette même personne. Autrement dit, quelqu'un disait « moi j'ai envie que tu me dises monsieur ». Toi, si tu lui dis « madame », ben, tu deviens un criminel. Tu vois, c'est devenu un truc qui était puni pénalement. Et en fait, lui, ce qu'il avait expliqué, c'était que notre façon de nous exprimer, c'est notre façon de penser. Et si tu as un gouvernement, autrement dit un petit groupe de personnes qui peut décider comment est-ce qu'on doit penser, eh ben ça peut vite partir en couille. Tu vois ce que Peterson, il expliquait dans son cours Maps of Meaning, donc c'est le cours qu'il enseignait à l'université de Harvard et de Toronto, c'était pourquoi est-ce que des gens, en gros, peuvent en venir à se pointer mutuellement les uns contre les autres des armes de destruction massive. Donc son point de départ, tu vois, c'est la guerre froide. D'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on avait d'un camp le bloc soviétique et de l'autre les États-Unis et le monde occidental, tu vois, qui se menaçaient en fait de se tuer. Et il essaie de comprendre, tu vois, de creuser au niveau individuel ce qui se passait. Et il s'est beaucoup intéressé également au régime autoritaire, régime totalitaire. Donc un régime totalitaire, c'est un régime où l'État a énormément de place. T'as les pouvoirs qui sont plus séparés. L'État contrôle beaucoup de choses. Et les individus, du coup, s'effacent face au pouvoir de l'État. Donc autant le régime nazi que le régime de l'Union soviétique. Et ce qu'il expliquait, tu vois, c'était que dans ce projet de loi au Canada, il voyait les prémices de l'avènement des régimes totalitaires. Donc forcément, il s'est fait attaquer par plein de personnes qui l'ont traité de transphobe. Pourquoi je dis forcément, comme si ça devait arriver? Mais bon, c'est arrivé. Et en fait, il s'est défendu. Et moi, ce que j'appréciais énormément dans Peterson, à savoir qu'à la base, moi, je ne m'intéressais pas du tout à ces questions-là, c'était le fait qu'il gardait toujours son calme dans les interviews. Il répondait aux questions. Il tombait dans aucun des pièges qui étaient posés par les journalistes, parce que c'était à chaque fois, tu vois, de la mauvaise foi, comment on appelle ça, des interviews à charge, tu vois, des questions à charge, essayer de déformer ses propos. Il était très fort, tu vois, là-dedans. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça que j'ai arrêté de le suivre. D'une part, évidemment, parce que j'ai fait un peu le tour de ses idées et les nouvelles choses dont il parle plus récemment, tu vois, les questions un peu plus politiques, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais également parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il a un peu perdu, tu vois, cette capacité à garder son sang-froid. On sent qu'il a été un peu, qu'il est un peu plus vénère, tu vois. Et moi, j'aime moins ça. Mais à l'époque, tu vois, il était passé, je me souviens, c'était une conférence qu'il avait faite à Sydney, si je me trompe pas, où le présentateur de la conférence, il lui demande où est-ce que tu as trouvé le courage, tu vois, de dire tout ça, de maintenir cette position, parce que tu as reçu, dans un premier temps en tout cas, avant de recevoir du soutien, énormément de haine, quand on le traitait de transphobe et ainsi de suite, les gens se foutaient de sa gueule. Les gens, pas tout le monde, tu vois, à nouveau, mais ça a été la première réaction d'un certain groupe de personnes. Et lui, ce qu'il expliquait, c'était que, en fait, à chaque fois qu'il se retrouvait dans une interview, il disait ce qu'il pensait, et ensuite, il regardait ce qui allait se passer. Il cherchait pas, en fait, à essayer de faire se produire quelque chose. Quand on lui posait une question, il se demandait sincèrement, OK, qu'est-ce que je pense de ça? Et il répondait à la question. Et ensuite, il avait confiance dans le fait que, quel que soit le résultat, ce résultat, c'était, je ne vois pas trop comment dire autrement, mais sa destinée. C'était ce qui devait lui arriver dans la vie. En fait, ce qui lui faisait réellement peur, et c'est ce qu'il disait dans cette interview, c'était de perdre sa vie. Et il disait que s'il ne disait pas la vérité, il perdait sa vie. Et ça, c'est le plus gros danger, quelque part, de la tromperie, du mensonge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo YouTube sur l'histoire de Michael. Peut-être que je pourrais conclure avec ça. Michael, c'était un mec qu'on avait rencontré avec... c'était le pote d'enfance d'un mec qui avait doublé sa 3e année au lycée et qui s'est retrouvé dans ma classe. Je suis devenu pote avec ce mec. Et à midi, pendant la pause, on commençait à aller chez Michael. Donc il m'a présenté son ami d'enfance, Michael, qui était un mec plus âgé que nous. Il avait 3-4 ans de plus que nous. Et Michael, c'était un mec stylé, tu vois. Il était plus âgé que nous, il était super drôle. Il allait à l'armée. Et c'était un modèle, tu vois, pour nous. Il était plus balèze que nous. Il avait une voix grave, il avait de la barbe. Et puis, avec le temps, si tu veux, on a réalisé que Michael, il montait sur des petits trucs. Puis un jour, il m'a volé de l'argent.
Genre, je travaillais dans un bar. Le bar se trouvait en bas de chez lui. Je travaillais le vendredi et le samedi soir pendant que j'étais au lycée. Et un jour, je suis remonté à son appart après mon service, donc après 2h du matin, avec ma paye dans une enveloppe. On jouait aux jeux vidéo, on fumait des chichas et tout, enfin, on fumait des pets. Et j'ai posé l'enveloppe quelque part chez lui, et le lendemain matin, en me réveillant, j'avais dormi chez lui, avec d'autres gens, c'était un espèce de squat, tu vois, l'endroit. Bah, l'enveloppe avait disparu. Et lui était parti faire des courses, et avec les 2 mecs qui étaient là, on savait que c'était lui, parce qu'il avait déjà pris 2-3 trucs à d'autres personnes dans l'appart. Donc on commence à fouiller l'appart, et là, je trouvais son enveloppe, enfin mon enveloppe du coup, qu'il avait cachée quelque part. Mais je décide de pas la prendre, tu vois, de la laisser, mais je voulais lui offrir une porte de sortie, tu vois, lui dire... T'es sûr que tu l'as pas prise par hasard, posée quelque part en faisant du rangement, bah redis-moi si jamais tu la trouves, tu vois, et je suis parti. Pour qu'il puisse, tu vois, à nouveau, pour pas lui foutre l'enveloppe devant la gueule et dire, tu vois, c'était toi et tout, et que ça le rende mal à l'aise et que... Et en fait, il a jamais avoué, et donc la relation, elle est restée, tu vois, à partir de ce stade-là, je suis resté bloqué dans la relation, je dis, en fait, je vais pas plus m'investir dans cette amitié. Mais j'avais pas non plus envie de faire un pas en arrière parce que je passais quand même des bons moments avec lui, tu vois. C'était un mec... C'est bizarre hein, aussi, quand t'es plus jeune, t'as un peu plus de peine à mettre un terme à des relations dont tu sais qu'elles mèneront nulle part et qu'elles s'approfondiront jamais. J'ai eu d'ailleurs un petit rappel de ça avec un mec ici, je sais pas si je vous en parle aujourd'hui, je vais réfléchir un petit peu plus. Mais un truc intéressant qui m'est arrivé. Bref. Au final, Mickaël, il est parti du jour au lendemain. Il a prévenu personne. Tu vois, il a arrêté de payer ses loyers, il est parti au Canada, et puis on avait fait un podcast ensemble, parce qu'un jour, il m'a réécrit, il m'a dit, mec, Elio, je suis retombé sur le contenu que tu faisais, à savoir que quand je le connaissais, je faisais du jeu vidéo, tu vois, donc je parlais pas encore de choses les choses dont je parle maintenant. Il m'a dit, je trouve génial ce que tu fais, je suis devenu papa en attendant, et si je peux aider d'une manière ou d'une autre, fais-moi signe. Et je lui dis, ok, tu veux aider, viens, on se fait un podcast et t'expliques ce que t'as fait, mec, et les leçons que t'en as tirées. Et du coup, on avait fait un podcast ensemble. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il est sauf erreur sur ma chaîne principale, si je me trompe pas. Genre mentir a détruit sa vie. Mickaël, je lui ai pardonné, tu vois. Tu vois, on parlait avant de pas laisser la rancœur. C'est vrai que j'aurais pu juste le détester au fond de moi, et j'ai eu ça pendant un certain temps. Mais au bout d'un moment, tu pardonnes. Et quand tu pardonnes, ça veut pas dire que tu oublies. Et que tu continues d'être pote, tu recommences à être pote avec la personne. Parce que Mickaël, tu vois, à la fin, quand on a terminé d'enregistrer cet épisode ensemble, l'épisode de podcast, tu vois, je m'entendais bien avec lui, on s'est marré et tout, et je disais, putain, j'ai eu un peu la même sensation qu'à l'époque, tu vois, ce mec, il est drôle, tu vois, je passe du bon moment avec lui. Mais il m'a proposé en plus ensuite de faire un barbecue, de rester, de passer la soirée avec lui, avec sa femme et son fils. Et une partie de moi, elle avait envie, forcément, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, on avait plein de choses à se raconter, et puis, comme je l'ai dit, bon moment passé avec lui. Mais pardonner, ça veut pas dire oublier et accepter de se faire niquer plusieurs fois d'affilée. Parce qu'il m'a volé cet argent, je l'avais pardonné une première fois, ensuite il m'a revolé un parfum et quoi d'autre? Il m'avait revolé autre chose. Bref, tu vois, c'est quelqu'un qui... Une fois, ok, on recommence, on essaye, 2 fois, là c'est bon. Je te pardonne parce que pour moi c'est important, mais on peut pas continuer une relation là-dessus. Et je sais que Mickaël, des fois tu regardes ses podcasts, l'autre fois il était sur mon live YouTube, il a mis un commentaire, il a commenté un truc vis-à-vis de... Il m'a appelé Coach Carter. Donc c'est toujours un plaisir, mec, d'échanger très rapidement avec toi, mais frérot, dans une autre vie peut-être. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que ce podcast, dans une énergie un peu différente, vous conviendra quand même. La raison pour laquelle je l'ai tourné aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est parce que demain, il y a Kylian qui arrive et qu'on va devoir toute la semaine prochaine enregistrer ces épisodes. Donc fallait que je le tourne absolument aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, pas très très bien dormi ces derniers jours, donc j'ai pas l'esprit super clair. Désolé pour ça. En tout cas, c'était épisode un peu plus cru comme ça, où on parle comme si voilà, vous m'aviez croisé dans la rue un jour où je suis un peu fatigué. Voilà, c'est Elio comme ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Vraiment, ça fait plaisir, hein. Il n'y a pas beaucoup de commentaires, donc plutôt que de m'écrire un message privé sur Insta pour me donner votre avis, mettez un commentaire, parce que comme ça fait un peu monter l'algorithme YouTube. Et si ces épisodes peuvent faire évidemment un peu plus de vues, c'est toujours cool. Ça met plus de sens sur mon travail. Dans tous les cas, on se retrouvera pas du coup la semaine prochaine pour la règle numéro 12. Étant donné que toute la semaine prochaine, du coup de demain dimanche jusqu'à jusqu'à vendredi soir, il y a Kylian. En un jour, je vais pas pouvoir lire et terminer la dernière règle.
Et donc ça attendra une semaine de plus. Donc dimanche prochain, pas d'épisode. Mais dimanche d'après, épisode. Vous avez tous les liens intéressants dans la description. Donc abonnement à ma newsletter. Maintenant sur mon site web, j'ai mis... si vous cliquez sur le site web, il y a 4 cases principales. Et il y en a une, en fait, ça vous permet de voir le calendrier des offres MyProtein. Et la meilleure offre du mois prochain, c'est le 17 août. C'est dimanche 17 août. Bah, c'est pile le dimanche où je ne ferai pas d'épisode, en fait. Il y a aussi un endroit pour me laisser votre adresse email pour le prochain Reboot Camp, donc de janvier 2026. Mon cours, l'opportunité Bitcoin, où je refais un petit peu l'éducation financière que l'école aurait dû vous dispenser. Et un bouton pour s'inscrire à ma newsletter, pour recevoir des petits emails de ma part, parce que j'en envoie de temps en temps. J'en ai envoyé un hier, par exemple. Donc tout ça, c'est dans la description. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que votre chambre est rangée. Et puis, à dans 2 semaines. Ciao.